Les écrans du monde entier ont vacillé sur un même titre. Les États-Unis tracent une ligne rouge sur le Nigeria. En une nuit, une fuite discrète du New York Times a suffi à fissurer l'équilibre du continent. D'un côté, la promesse familière de protéger les civils. De l'autre, la mémoire encore vive des interventions qui ont laissé des cicatrices. Ibrahim Traoré l'a répété à l'ONU, l'Afrique n'a pas besoin de tuteurs, mais de partenaires. Alors, que signifie protéger quand la protection vient du ciel et qu'elle sème l'ombre avant la paix ? La fuite américaine n'a pas seulement révélé 3 plans d'intervention, elle a ravivé une vieille blessure, celle d'un continent souvent parlé à la 3e personne. Le Nigeria, géant de 200 millions d'habitants, devient à nouveau un terrain d'équation stratégique. Derrière les termes policés, stabilité régionale, coopération sécuritaire, se cachent des intérêts bien plus tangibles. Pétrole, influence, corridor maritime. Le bénéfice affiché paraît noble, sauver des vies. Mais à quel prix ? Ibrahim Traoré l'a formulé sans détour. Quand un pays confie sa sécurité à d'autres, il perd le droit d'en décider le sens. Cette phrase, reprise sur les réseaux africains, sonne comme une alarme, car au cœur du débat se joue plus qu'une opération militaire, la définition même de la souveraineté africaine. La promesse américaine promet la paix, mais rappelle aussi chaque fois la dépendance. Si l'histoire se répète, l'Afrique paiera encore le prix fort pour un calme imposé. La révélation la plus frappante, celle qui a retourné la salle du Pentagone, ne tenait qu'en une ligne. US Force will assume operational command. 3 mots pour sceller un siècle de méfiance. Car derrière cette clause se cache la réalité d'un contrôle sans partage. En 2023, la chute de la base américaine au Niger avait déjà montré la fragilité d'un modèle construit sur la promesse de sécurité importée. Cette fois, le Nigeria devient la pièce manquante d'un puzzle géopolitique trop familier. Depuis les airs, le nord du pays paraît paisible, mais au sol, chaque marché porte les cicatrices de la guerre. Les villages reconstruisent les murs avant les tombes. L'armée nationale combat des groupes sans visage pendant que les drapeaux changent plus vite que les alliances. Cette confusion, nourrie par des années de programmes étrangers, a fait du Sahel un laboratoire d'expérimentation militaire. Dans les couloirs de Washington, la fuite du New York Times a déclenché une nouvelle bataille, celle de l'image. Le département de la Défense parle d'assistance technique, les analystes des opérations à distance. Ibrahim Traoré, lui, évoque une autre lecture. Chaque fois qu'on dit protéger, c'est qu'on a déjà choisi ou frappé. Cette phrase résonne aujourd'hui à Lagos, Abuja, Ouagadougou. Ce contexte ne se résume pas à un dilemme moral, mais à un équilibre de survie. Les États-Unis redoutent une zone hors contrôle. Les Nigérians redoutent de devenir un exemple de plus dans les manuels de politique étrangère. Le mot protection n'a jamais paru aussi lourd. Au cœur du tumulte, 3 visages racontent mieux que tous les rapports la portée du dilemme nigérian. Le premier est celui d'un officier retraité formé par les instructeurs américains au Mali. Dans un café d'Abuja, il feuillette son ancien carnet d'opérations. Chaque mission changeait d'objectif dès qu'elle commençait à réussir, murmure-t-il. Pour lui, la coopération n'était qu'un autre nom pour la délégation. Le second, Joseph, ingénieur maritime à Port Harcourt, regarde les tankers dériver vers le large. J'ai vu ce film en 2011, dit-il, quand ils viennent protéger, les prix montent et la paix baisse. Enfin, Halima, mère de 2 fils tués par un drone mal ciblé, résume la peur populaire. On ne se protège pas d'en haut, on survit en bas. Ibrahim Traoré cite souvent des histoires comme les leurs pour rappeler que la géopolitique n'existe qu'à travers des destins ordinaires. Dans ses discours, il évoque la frontière fragile entre aide et ingérence. Ses voix éparses donnent chair à une vérité simple. Chaque intervention étrangère, même annoncée comme humanitaire, redéfinit l'intime. Ce n'est pas seulement la souveraineté d'un État qui vacille, c'est la confiance d'un peuple dans sa propre force, et cette fracture, une fois ouverte, met des décennies à se refermer. Tout commence un dimanche soir dans le calme trompeur des rédactions. À 22h17, le New York Times publie un paragraphe presque anodin. Les États-Unis envisagent aux 3 options d'intervention au Nigeria. En moins d'1 heure, la nouvelle parcourt le globe. Abuja s'éveille en panique. Washington se ferme en silence. Le lundi matin, les radios de Lagos répètent les mots heavy, medium, light comme un refrain sinistre. Dans les marchés, on commente, on traduit, on interprète. Chacun devine que derrière la sémantique, une machine s'est déjà mise en route. Au Pentagone, les couloirs bruissent d'urgence contenue.
Les généraux comparent des cartes, mesurent dans les distances, calculent les pertes avant même que les bombes tombent. Le secrétaire à la Défense veut frapper fort pour dissuader. Le département d'État plaide pour la prudence. Le président écoute sans parler. Une phrase revient dans chaque note. Can we afford not to act? Pendant ce temps, au port de la Méditerranée, le USS Dwight D. Eisenhower lève l'ancre, officiellement pour un exercice de routine. Officieusement, chacun sait que c'est un message, les réseaux sociaux s'enflamment. Opération Second Berlin devient le mot dièse du jour. À Abuja, la colère gronde. Des étudiants défilent devant le Parlement avec des pancartes « Our pain is not your mission ». Des syndicalistes rejoignent les militaires retraités, unis par la même crainte, perdre encore un morceau d'indépendance. Ibrahim Traoré, depuis Ouagadougou, publie un message bref mais percutant. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée, elle a besoin d'être écoutée. Ces mots circulent comme une étincelle. À Washington, la conférence de presse du Pentagone tourne à la cacophonie. Un journaliste demande « Est-ce que les options incluent des frappes aériennes ?» Le porte-parole hésite une seconde de trop. Ce silence vaut aveu. En fin de journée, un cliché flou circule. Un groupe aéronaval américain dérive vers le golfe de Guinée. Les chaînes internationales parlent d'exercices conjoints. Les Nigérians y voient un présage. Sous la pluie, la foule scande « No foreign boots, no new masters ». La tension atteint son apogée. L'histoire semble sur le point de recommencer. Dans les documents fuités, 3 scénarios précis figurent, chacun chiffré, calibré, rédigé comme une équation de guerre. Dans la première option, la plus lourde, un déploiement aéronaval complet est envisagé. Un déploiement aéronaval complet. 10 jours pour qu'un groupe de frappe atteigne le golfe de Guinée avec 2 bombardiers B-2 Spirit prêts à frapper depuis des bases à 6000 km. Le coût estimé dépasse 2,4 milliards de dollars, sans compter les pertes potentielles. La deuxième option, plus mesurée, repose sur une campagne de drones armés, Predator et Reaper. Les estimations évoquent 1200 sorties annuelles pour un budget de 850 millions, moins visible, plus létale. Les analystes préviennent, c'est la guerre la plus discrète et la plus longue. Enfin, la troisième option, la plus légère, prévoit une coopération technique et un partage de renseignements, intégration d'environ 450 conseillers militaires américains au sein de l'armée nigériane. Coopération technique, formation, renseignements partagés. C'est le modèle Mali 2013, celui qui s'est terminé par un coup d'État. Ces 3 chiffres dessinent 3 destins. Et aucun ne mentionne la reconstruction dans les bureaux du département d'État R3. Certains diplomates rappellent les précédents. Somalie 1993, Irak 2003, Libye 2011. Les coûts financiers se comptent, mais ceux de la crédibilité se paient plus cher. Ibrahim Traoré y voit une leçon que l'Afrique n'a pas encore digérée. Chaque dollar dépensé pour la stabilité extérieure creuse une dette d'autonomie intérieure. Pendant ce temps, sur le terrain, les indices s'accumulent. Le prix du carburant au Nigeria a augmenté de 17% en 2 semaines. Les échanges portuaires ralentissent de 25%. Les marchés s'adaptent dans un silence anxieux. Ces variations ne sont pas des coïncidences, mais des symptômes. Chaque rumeur d'intervention crée sa propre économie de la peur. Les experts militaires comparent la situation à une partie d'échecs. Washington avance ses pièces avec méthode, Abuja réagit avec dignité blessée. Dans les capitales voisines, on observe, on attend, et au-dessus de tout, la phrase revient lancinante « Protéger, oui, mais qui ?» 2 visions s'affrontent, toutes 2 convaincues d'avoir raison. Pour les partisans de l'intervention, l'inaction serait une faute morale. Les chiffres sont implacables, plus de 40 000 morts en une décennie, des régions entières sous contrôle de milices. Sans appui extérieur, disent-ils, le Nigeria risque l'effondrement. Les États-Unis apporteraient technologie, renseignements, logistique. La paix, selon eux, se fabrique avec des moyens, pas des prières. Le camp opposé voit dans cette logique un piège ancien. Ibrahim Traoré le formule ainsi « Quand vous combattez avec les armes d'autrui, vous combattez aussi pour lui ». Les Nigérians craignent qu'une assistance militaire ne se transforme en tutelle prolongée. Les exemples du Mali et de la Libye suffisent. Promesse de stabilité, résultat,
fragmentation. Les économistes ajoutent une autre crainte, celle de la dépendance structurelle. Chaque programme étranger crée un vide lorsqu'il s'achève. Les armées locales se retrouvent affaiblies, les États déresponsabilisés. Pourtant, entre les deux positions, une zone grise persiste. Certains diplomates africains admettent que la coopération est parfois nécessaire, mais insistent pour qu'elle se fasse sous commandement local. Les faits sont têtus. La sécurité importée ne se partage jamais à parts égales. Et quand le contrôle échappe à ceux qui vivent le conflit, la paix devient un produit d'exportation. Le ciel n'apporte pas la paix. Cette phrase, prononcée à voix basse par un pilote nigérian, ouvre un tournant. Les satellites captent désormais les vols de drones américains au-dessus du Sahel. La coopération n'est plus un projet, c'est un fait. En quelques jours, la guerre devient invisible mais continue. Dans les villages du Nord, on ne regarde plus le ciel avec confiance, mais avec prudence. Chaque bourdonnement rappelle le souvenir d'un voisin disparu, d'un marché frappé par erreur. À Washington, certains conseillers admettent que le seuil de non-retour est franchi. L'intervention limitée s'est déjà enclenchée sans déclaration officielle. Ibrahim Traoré, interrogé par Jeune Afrique, réagit « Ce n'est pas la technologie qui nous manque, c'est la confiance ». Son ton est calme, mais la portée de ses mots dépasse les frontières du Burkina Faso, car à ce point du récit, tout bascule. Les cartes ont été jouées, mais personne ne veut encore les regarder. Les répercussions ne tardent pas à se manifester. En moins d'un mois, 4 sphères de la société nigériane en ressentent les effets, les ménages, les entreprises, les dirigeants politiques et la région tout entière. Chez les ménages, la peur s'installe dans le quotidien. Le prix du riz a augmenté de 12%, celui du carburant de 20%. Les habitants des zones frontalières dorment par rotation, craignant les frappes ou les représailles. Les enfants apprennent à reconnaître le bruit des drones avant celui des oiseaux. Dans les entreprises, l'incertitude paralyse l'investissement. Les compagnies pétrolières suspendent les projets offshore. Les PME du commerce voient leurs marges fondre. Les assureurs refusent de couvrir les routes du Nord. L'économie devient une loterie où chaque rumeur pèse plus qu'un contrat. Au sommet de l'État, le gouvernement nigérian tente de tenir 2 promesses contradictoires, rassurer Washington tout en calmant la rue. La porte-parole parle de coopération respectueuse, mais le Parlement gronde. Les sénateurs opposent 2 mémoires, celle du colonialisme et celle du terrorisme. Le débat divise non pas par parti, mais par génération. Sur le plan régional, l'effet domino commence. Le Ghana et le Bénin renforcent leurs frontières. Le Burkina Faso et le Mali, menés par Ibrahim Traoré, dénoncent une ingérence programmée. Dans les capitales africaines, le mot souveraineté revient dans chaque communiqué, parfois prononcé avec colère, parfois avec espoir. Ce qui n'était qu'un projet militaire devient un test moral. Les diplomates américains parlent d'erreur de communication. Les Africains parlent de mémoire, une mémoire qui refuse de se taire. Le quotidien Le Monde Afrique résume ainsi « Chaque fois qu'un avion décolle pour sauver l'Afrique, c'est l'Afrique qui doit se sauver d'abord ». Face à l'incertitude, les analystes tracent 3 trajectoires possibles. Base optimiste et pessimiste. Dans le scénario de base, les États-Unis maintiennent une présence aérienne limitée. Les frappes ciblées se poursuivent, mais sous coordination déclarée. Abuja obtient quelques concessions, partage du renseignement, calendrier de retrait. La tension baisse légèrement, mais la méfiance demeure. Le Nigeria survit sans guérir. Le scénario optimiste mise sur un sursaut africain. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants du Sahel, une coalition régionale prend forme. Elle exige la révision des accords militaires et la transparence sur les opérations de drones. Dans ce cadre, l'assistance étrangère devient un partenariat équilibré. La souveraineté cesse d'être un mot, elle devient une méthode. Enfin, le scénario pessimiste s'écrit déjà à demi. Si les tensions s'aggravent, si un incident majeur survient, un drone abattant par erreur un convoi civil par exemple, la rupture sera totale. Les protestations se transformeront en rejet systématique de l'Occident. L'effet domino s'étendra du Nigeria au golfe de Guinée jusqu'au Sahel. Quel que soit le futur, une constante demeure. L'Afrique ne veut plus être le théâtre d'expériences extérieures. Comme le dit un chercheur nigérian, nous avons appris que la stabilité sans dignité est une prison dorée. Ces 3 chemins ne diffèrent pas seulement par leurs résultats, mais par leur philosophie.
Le choix à venir ne portera pas sur la puissance des armes, mais sur la patience des nations. Sous la surface des débats diplomatiques, une autre bataille se joue, celle des esprits. Dans les universités, les marchés, les réseaux sociaux, la question revient sans cesse. La paix imposée vaut-elle mieux que la peur choisie? Les jeunes Nigérians, nombreux à n'avoir connu que la crise, regardent cette intervention avec lassitude. Ils partagent des vidéos, des chansons, des slogans. L'un d'eux devient viral. We don't hate America, we just love ourselves enough to say no. Dans les églises et les mosquées, les prédicateurs reprennent la même idée sous d'autres mots, la souveraineté comme foi, la dignité comme prière. Ibrahim Traoré, souvent cité, devient le symbole d'une voix africaine qui ose dire non sans crier. Les femmes des zones rurales, souvent les premières victimes et les dernières écoutées, se regroupent en associations d'entraide. Elles parlent de survie, mais aussi d'éducation, d'avenir, de courage. Le mot indépendance redevient concret, presque intime. Dans les médias occidentaux, les récits commencent à changer de ton. Moins de condescendance, plus de questionnement. Peut-être que cette fois, l'opinion publique comprendra que le silence des peuples n'est pas un consentement, car au fond, cette crise révèle une évidence. Un pays n'a pas besoin d'être parfait pour être respecté. Il suffit qu'il se tienne debout, même sous la tempête. Sortir du cercle des interventions exige une stratégie claire, ancrée dans le réel. 3 axes dominent les propositions formulées par les experts africains. Premier axe, celui du contrôle narratif, reprendre le contrôle narratif. Chaque crise devient d'abord un récit. Tant que les communiqués viendront de Washington ou de Paris, l'Afrique restera spectatrice d'elle-même. Ibrahim Traoré propose la création d'une plateforme médiatique panafricaine pour contrer la dépendance informationnelle et rétablir le contexte avant la propagande. Deuxième axe, mutualiser la défense. Le Sahel compte déjà des armées nationales aguerries mais dispersées. En harmonisant la logistique, le renseignement et la formation sous une charte commune, l'Afrique de l'Ouest pourrait réduire de 40% ses coûts de sécurité tout en renforçant sa souveraineté. Enfin, troisième axe, mesurer la paix autrement. Aujourd'hui, la stabilité se quantifie en nombre de frappes ou d'accords signés. Les chercheurs africains suggèrent d'introduire des indicateurs sociaux, scolarisation, retour des déplacés, réouverture des marchés. La paix ne doit plus être une statistique militaire, mais une dynamique de vie. Cette feuille de route ne promet pas l'impossible. Elle propose de remplacer la logique du sauvetage par celle de la reconstruction. Elle exige du temps, de la patience et surtout la conviction que la dignité n'est pas négociable. La pluie tombe à nouveau sur Abuja. Dans un café presque vide, un vieil officier ferme son carnet. Ses mains tremblent légèrement, mais son regard reste ferme. Dehors, les klaxons mêlent impatience et peur. Il se souvient des promesses, des slogans, des drapeaux. Puis il murmure « Ce qu'ils appellent sécurité, nous l'avons déjà payé trop cher ». À des centaines de kilomètres, Halima souffle sur la flamme de sa lampe à pétrole. Elle pense à ses fils et à toutes les mères qui attendent encore un retour qui ne viendra pas. Joseph, lui, regarde les tankers s'éloigner, silhouette fantôme sur une mer sans vent. Il murmure « J'ai vu ce film trop de fois ». Ibrahim Traoré, dans un discours récent, a rappelé que la souveraineté n'est pas un luxe, mais un devoir. Ces mots résonnent ici comme un rappel à la fierté silencieuse, celle d'un peuple qui refuse de se vendre pour un peu de calme, parce qu'au fond, la liberté ne se mesure pas en décibels de bombes, mais en secondes de dignité retrouvée. L'histoire du Nigeria dépasse désormais ses frontières. Elle parle à tout un continent, à chaque nation qui s'est un jour entendu dire qu'elle avait besoin d'être sauvée. Dans les rues de Lagos, des pancartes trempées de pluie portent une même phrase « Notre douleur n'est pas votre mission ». Ibrahim Traoré l'a résumé avec une lucidité rare. Sans dignité africaine, il ne peut exister d'équilibre mondial. Ces mots ne sont pas une provocation, mais une invitation à penser la solidarité autrement, sans hiérarchie ni paternalisme. Car la vraie question n'est plus faut-il intervenir, mais faut-il enfin écouter ? Le reste dépendra de nous, spectateurs, citoyens, peuple connecté par la même fatigue face aux promesses creuses. Alors dites-le, la paix peut-elle venir de loin ou doit-elle naître ici, entre nos mains ?